Comme tous les vendredis, nous commençons avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Vous êtes journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Par quoi commence-t-on cette semaine, Sybille ? Alors, on va commencer par Paris Plus par Art Basel qui a dévoilé le programme de son Hors les murs qu'il a intitulé Site. Et donc, c'est une vingtaine d'œuvres d'art qui seront mises à profit de tous dans les espaces publics parisiens, le Jardin des Tuileries, la Place Vendôme, le Musée national Eugène Delacroix et la Chapelle des Petits Augustins des Beaux-Arts de Paris. Les candidatures pour ces secteurs étaient des candidatures ouvertes à toutes les galeries, indépendamment de leur participation à Paris+. Et donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a une seule exposition qui rassemble les œuvres du Jardin des Tuileries et du musée Eugène Delacroix. Comment s'appelle cette exposition ? Cette exposition s'appelle La suite de l'histoire, qui aura été par Annabelle Ténez. Et donc, on va retrouver dans le Jardin des Tuileries notamment une sculpture qui s'appelle Blue Obelisk with Flowers de Niki de Saint-Phal. Alors, ce n'est pas celle-ci que vous voyez à l'écran, mais on la verra juste après. Il y a aussi The Green Pavillon de l'architecte française Odile Decht, Phone User. Voilà, c'est celle-ci la photo de ça, c'est celle d'avant, Niki de ouais, Saint-Phal, exactement. Il y a Phone User 4 de l'artiste allemande Judith Hopf. Donc, c'est une sculpture en béton figurant un personnage grandeur nature tenant un smartphone. Et puis, au sein du musée Eugène Delacroix sera présentée une installation de l'artiste franco-américain Tadeusz Mosley. Sur la place Vendôme, ensuite, l'artiste germano-polonaise Alicia Quaid présentera Au cours des mondes, curatée par Jérôme Sens. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est une installation, l'installation, alors ça c'est une maquette parce que c'est l'installation la plus grande qu'elle n'a jamais encore réalisée. Et donc il met en scène des sphères dialoguant avec des escaliers. Et enfin, la chapelle des Petits Augustins des Beaux-Arts sera investie par Carla, une œuvre d'Omer Fast. Autre actualité cette semaine, Sybille, la maison de vente aux enchères Philips réalise un partenariat avec une maison chinoise. Exactement. Alors malgré la crise sanitaire très stricte qui est mise en place en Chine, qu'il y a eu en Chine, la maison de vente Philips a réalisé un partenariat stratégique avec la maison chinoise Yongle de Pékin. Philips souhaite développer sa présence en Chine et surtout en Chine continentale. Et donc, ils collaborent ensemble pour créer plusieurs ventes qui auront lieu en automne à Hong Kong, mais aussi à Pékin. Il y aura d'abord du 30 novembre au 1er décembre une vente organisée par Philips autour d'œuvres d'art du XXe siècle, de l'art contemporain et de design. Et puis ensuite, tout début décembre, des ventes d'art moderne et contemporain à Pékin qui seront dirigées par la maison Yongle, permettant donc aux clients de Philips de participer aux ventes aux enchères en Chine continentale. La Chine, ça attire pas mal les maisons de vente aux enchères. On en avait parlé avec Christy sur ce plateau. Philips est déjà bien implanté en Chine aujourd'hui ? Oui, alors c'est selon Jonathan Crockett, qui est le président Asie de Philips, qui s'est exprimé à travers un communiqué. Le rôle de l'Asie sur le marché de l'art a atteint des nouveaux sommets depuis les dernières années. Il chiffre notamment qu'au premier semestre 2022, 40% des ventes mondiales de Philips ont été réalisées par des enchérisseurs asiatique. Le lot le plus précieux de l'histoire de Philips, qui a jamais été vendu, c'est l'œuvre monumentale Untitled de Jean-Michel Basquiat, qui a été réalisée en 1982, qui provient de la collection de Yasuka Maezawa. Et cette œuvre a été vendue à un collectionneur asiatique pour 85 millions de dollars. Et toujours dans le cadre de l'expansion de l'entreprise en Asie, Philips déménagera son siège social asiatique dans une tour conçue par Herzog et de Meuron à Hong Kong au printemps 2023. Et une fois n'est pas coutume, pour finir les actualités dans le monde de l'art avec vous, Sybille, on revient sur un feuilleton juridique une fois encore. Voilà encore une histoire d'escroquerie dont on avait déjà parlé. Qu'on aime tant dans cette émission. C'était celle du marchand d'art Inigo Philbrick, surnommé le mini Madoff du marché de l'art. Alors ce jeune marchand américain de 35 ans avait été reconnu coupable d'avoir escroqué pour 86 millions de dollars ses clients en vendant plusieurs fois la même œuvre ou alors en vendant tout simplement des œuvres qu'il n'avait pas. Une sorte de schéma à la Ponzi, comme on pourrait dire. Bien sûr. Il avait eu 7 ans de prison et aujourd'hui, en fait, c'est son partenaire commercial et conseiller financier et aussi marchand d'art britannique qui s'appelle Robert Newland qui a reconnu son implication. Il a été extradé vers les États-Unis
le 22 septembre dernier et il a plaidé coupable pour complicité. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, mais ça, ce sera une décision juridique ultérieure. Ultérieure que nous pourrons suivre comme un feuilleton dans Smart Patrimoine et notamment dans l'art à la une. Merci pour ces actualités, Sybille, et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Gicquelot, président du groupe Drouot. Bonjour Alexandre Gicquelot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on dit le groupe Drouot puisqu'il n'y a pas que l'hôtel des ventes Drouot, il y a plusieurs activités. Vous vous définissez comme une plateforme, la plateforme Drouot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les activités du groupe Drouot? Évidemment, l'activité historique, le cœur de métier, ça reste l'hôtel des ventes. Bien sûr. Qui est, je le rappelle, le plus grand hôtel des ventes du monde. En France, on a un peu tendance toujours à oublier ça, mais c'est quand même un hôtel qui fait plus de 500 ventes par an, avec 5000 personnes par jour. Enfin, c'est vraiment une très très grosse et belle machine. Un hôtel des ventes qui n'est pas une maison de vente aux enchères, qui accueille des ventes aux enchères, mais qui n'est pas une maison de vente aux enchères à proprement parler. C'est un outil. Vous pouvez nous expliquer la différence? Une maison de vente aux enchères est une société intégrée, alors que l'hôtel des ventes est une plateforme qui accueille toutes les maisons de vente possibles. Et chacun a pour caractéristique d'être à la fois le concurrent du voisin, mais de mettre en commun des moyens communs. Voilà, c'est une particularité très française, mais qui marche très bien. Et donc le groupe Drouot, ça rassemble énormément d'activités aujourd'hui. Oui, historiquement, très rapidement, Drouot a eu en charge l'activité d'annonce de vente avec la Gazette Drouot. Bien sûr. Depuis 1891, je crois. Et puis, tout à fait récemment, on a développé depuis les années 2006, évidemment, la partie numérique, qui, elle, s'est développée de façon vertigineuse en quelques années. Pour vous donner une petite idée, le Covid a été pour nous une plateforme de lancement incroyable. Les ventes qu'on appelle dans un bon français online only ont progressé de 200% depuis le Covid. Pour vous donner des chiffres qui sont... D'accord. Okay. Et ça, quand on parle de vente online only, ça veut dire que la galerie ne se déplace plus, par exemple, pour faire sa vente à Drouot. C'est-à-dire que la vente est 100% dématérialisée. D'accord. Les objets sont dans un entrepôt, photographiés, passent sur Internet, sont achetés par un acheteur qui ira chercher le lot ou se procurer le lot directement dans le hangar. Il n'y a plus d'exposition, plus de vente physique, plus de marteau. C'est autre chose, mais ça se développe beaucoup, notamment pour les ventes plus modestes et qui ont moins d'intérêt médiatique. Parce que forcément, du coup, les frais sont peut-être moindres quand on passe seulement par la plateforme online. Qui peut être plus intéressant pour des plus exactement. C'est-à-dire que les frais pour une maison de vente sur une structure online only sont infimes par rapport à ceux engagés dans une vente classique où il y a un transport, une assurance, du personnel, une présence. Mais là, vous changez radicalement de métier quand même par rapport à votre métier d'origine. Vous êtes vraiment sur un métier de plateforme digitale presque. Oui, Drouot.com, c'est une plateforme digitale, mais c'est toujours le même métier. Le même métier, c'est vendre des objets d'art pour le compte d'un client. Ce qui change, c'est le médium en fait. Médiateur, oui. Voilà. Et on a changé effectivement radicalement parfois de métier, mais le fond reste le même. Et l'objectif que je fixe pour le groupe Drouot, c'est de devenir la plus grande plateforme, la plus efficace du moins possible pour tous les aspects et toutes les caractéristiques du marché de l'art des ventes publiques. Ça, c'était un passage vraiment obligé pour redynamiser, moderniser l'hôtel Drouot. Oui, évidemment. Évidemment, si aujourd'hui l'hôtel Drouot était le seul actif du groupe, les locations de salles pour les ventes, on aurait des difficultés importantes puisque les ventes diminuent en nombre, mais augmentent en chiffres. D'accord. Et parce qu'il y a moins d'acteurs de... Non, il y a toujours à peu près le même nombre d'acteurs, mais pour des raisons de pragmatisme économique, les ventes les plus modestes ne passent plus en vente physique. D'accord. Okay. Ce qu'on a abordé il y a 2 secondes. Et heureusement, nous avons eu l'intuition très tôt, parce que 2006 c'était assez tôt pour ce genre de choses, ce qui a permis d'être le premier, un des premiers, si ce n'est le premier. Et aujourd'hui, la plateforme Drouot.com est la première en Europe. On a près de 700 maisons de vente qui travaillent à travers Drouot.com. Et je le rappelle, dans le groupe Drouot initialement, il n'y a qu'une 50aine, une 60aine de maisons de vente.
Et à travers, est-ce que vous apportez aussi tout un service à ces ventes aux enchères, alors soit que ce soit celles qui passent en ligne, soit celles qui louent des salles de vente? C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter un service de A à Z. On a également un service de logistique, de garde-meubles, donc on peut faire les livraisons, etc. L'idée est vraiment de garantir un service du début à la fin et le meilleur possible pour les ventes publiques. Alors, une question que j'ai envie de vous poser et que je pense que beaucoup de monde se pose quand on parle de vente aux enchères, c'est vrai qu'on a un peu cette image d'Épinal des toiles de maître adjugées à des millions, voire des millions d'euros, des milliards, peut-être pas encore, mais des millions d'euros ou autres. Qu'est-ce qu'on achète? Enfin, vous êtes la meilleure personne pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on achète aux enchères en 2022 aujourd'hui? Alors, ça fait des années que j'estime que notre métier est vraiment sorti de l'image d'Épinal et a un avenir absolument incroyable. Parce que la vente publique, depuis son origine, et Drouot depuis 1852, est complètement éco-compatible puisqu'on recycle en permanence des objets. Et on ne crée pas, on ne va pas couper des sapins en Suède. Bien sûr, oui. Donc, je vois que les générations, avec mes enfants, les générations d'adolescents aujourd'hui, ils ne veulent plus acheter d'objets neufs. Et notre recyclage permanent d'objets d'art très importants ou d'objets de décoration plus modestes a un avenir, selon moi, flamboyant. Mais ça repose aussi sur le fait que vous apportez votre expertise et peut-être il y a le label Drouot qui fait que quand c'est passé par les maisons de vente, enfin par vos salles, on est sûr que c'est des œuvres expertisées. Exactement. Etc. Tout le monde peut vendre un Drouot? Alors, il faut un... Non. Il y a un gage de qualité quand même. Un agrément. D'accord. Un agrément du conseil d'administration. Et ce qu'il faut préciser, c'est que Drouot est un gage de qualité, mais la France est un gage de qualité, puisque en France, la vente publique est réglementée par la loi, et de façon assez stricte, et c'est le seul pays au monde. Les États-Unis, qui avaient une toute petite réglementation, ont aboli totalement, ils ont libéralisé totalement le marché, et ce qui permet d'avoir la garantie. Le modèle à la française, c'est un commissaire-priseur et un expert indépendant. On a les meilleurs experts du monde en France, on a des très bons commissaires-priseurs, et effectivement, l'achat est absolument garanti et le consommateur est totalement protégé. Comment ça se passe? Il va y avoir la maison de vente vous allez passer en revue toutes les œuvres qu'ils vont vouloir vendre au sein de vos salles? Hélas, non, j'aimerais bien. Non, ça me semble un petit peu colossal. Oui, ça serait colossal, mais étant une plateforme, on offre un service, et donc on n'a pas encore de contrôle sur la qualité du service qui est rendu. En revanche, c'est la mission du Conseil des ventes en France, qui lui contrôle, c'est notre organisme de tutelle, il contrôle la bonne conduite des ventes publiques en France. Vous l'aurez compris, mes questions sont généralement en lien avec l'image d'Épinal de la maison de vente aux enchères. Deuxième question, est-ce qu'il faut être riche pour acheter aux enchères aujourd'hui? Oui, il faut être riche, il faut être très riche en imagination. D'accord. Il faut être riche dans sa tête. Non, évidemment, les objets d'art par nature sont toujours un petit peu chers, parce qu'ils sont rares, et plus ils sont beaux, plus ils sont rares, plus ils vont être chers, et on va atteindre des prix parfois considérables. Mais l'objet d'art et de décoration, c'est un domaine très vaste. On peut très bien acheter, par exemple, une ménagère en argent massif qui coûtera moins cher qu'une ménagère en métal argenté neuve, mais il va manquer une petite cuillère, ça aura le charme aussi de la patine, et on peut acheter de 10 euros à 10 millions à Drouot, et le panorama est assez vaste. D'accord. Est-ce qu'il y a un portrait robot de la personne qui va venir acheter à Drouot? Est-ce que c'est une certaine... Mais j'aimerais qu'il évolue, ce portrait robot. Aujourd'hui, c'est quelqu'un quand même, c'est un connaisseur, Oui. Qui a du temps pour pouvoir visiter les expositions, savoir exactement repérer, des curieux. C'est un musée éphémère permanent. Vous avez en permanence des objets d'art très importants, et surtout vous avez un éventail. Vous passez de la préhistoire à l'art contemporain, en passant par tous les secteurs, les bijoux, l'art primitif, les livres, je ne sais pas, la paléontologie, ce que vous voulez. Donc c'était une image un peu classique. Et demain, grâce au numérique, on peut de son bureau ou de son temps libre à la maison consulter les objets sur Internet, se faire appeler par des messages d'alerte. Si vous collectionnez Van Gogh,
puisque vous avez bon goût, vous mettez un mot-clé Van Gogh, vous recevez toutes les références Van Gogh à travers les 700 maisons de vente qui vendent sur Draw.com. Et c'est devenu beaucoup plus facile. Très rapidement, vous nous avez évoqué le profil historique, le profil vers lequel vous voulez aller demain. C'est quoi? C'est le trentenaire qui meuble son appartement, par exemple, ou on n'est pas jusque-là quand même? Oui, le profil, l'objectif, c'est de prendre la place d'IKEA. Oui. C'est ça. Très clairement. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible. Toute proportion gardée. Bien sûr, oui, bien sûr. Et puis c'est pas le même profil ni intellectuel ni social. Hein. C'est quand même l'intérêt des objets d'art fait appel quand même à un minimum de fonds de culture et d'éducation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais d'élargir au maximum le panorama des clients. On parlait du 19e siècle et d'Épinal. Ouais. C'était une époque où Draw était totalement fermé. C'était une institution ouverte, mais les marchands, les professionnels faisaient en sorte de tout fermer, de ne divulguer aucune information. Tout était secret, c'était un monde très, très secret. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et on a atteint aujourd'hui le millionième quand même acheteur sur Draw.com. Et ben on finira là-dessus sur ce millionième acheteur sur Draw.com. Merci beaucoup Alexandre Gicquelot, président du groupe Drouot. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite.